Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, un anniversaire. Il y a 40 ans, l'émetteur télévision du Rock Trédudon était témoin d'un attentat. Un témoin se souvient, nous l'entendrons dans ce journal. Une première en France, le CHU de Rennes vient de mettre au point une technique de procréation assistée beaucoup plus performante. Et puis, depuis ce jeudi à Paimpfeld, à Brest, 200 lycéens font découvrir leur formation dans le cadre des Olympiades des métiers, l'occasion de découvrir plus de 45 secteurs professionnels. Bienvenue dans cette nouvelle édition du jeudi 13 février 2014. Et pour commencer, ULA s'invite en Bretagne pour la Saint-Valentin. La dépression va toucher la Pointe-Bretagne dans les prochaines heures. Des vents de 120 km/h sont annoncés et de fortes précipitations de 30 à 40 mm d'eau. Le Finistère est maintenu en vigilance orange pour les risques de crue. La ville de Quimper a d'ailleurs émis un appel à vigilance, notamment pour le débordement de l'Audet. Et puis la préfecture a décidé de fermer le pont de l'Iroise à partir de 18h ce vendredi. Et ce vendredi, c'est le 40e anniversaire de l'attentat du Rock Trédudon. Le 14 février 1974, une charge explosive mettait à terre la plus haute antenne de la région. David Cormier a rencontré un témoin direct de cette action attribuée au Front de libération de la Bretagne. Rock Trédudon, son antenne sur une colline des Monts d'Arrée. Cela fera 40 ans cette nuit qu'un attentat l'a détruite, privant de télé des centaines de milliers de Bretons de l'Ouest. L'épouse du gardien de l'époque se souvient, il était 1h10 du matin. Un énorme fracas. On avait bien vu les haubans et le pylône complètement enchevêtrés, tous les ferrailles enchevêtrées par terre. On ne peut pas dire qu'on a eu peur parce qu'on n'a pas le temps. Un peu quand même à la deuxième explosion, mais il n'y en a pas eu d'autres. Cela dit, la famille avait l'habitude d'entendre des bruits bizarres lors des entraînements de militaires, cette nuit-là par exemple. On entendait évidemment les tirs à blanc, bien sûr, et puis les mitraillettes et tout le Bataclan. D'où la rumeur, c'est l'armée qui aurait fait sauter l'émetteur, par mégarde ou pas. Mais le Front de libération de la Bretagne a revendiqué l'attentat contre un symbole qu'il jugeait national et jacobin. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est le FLB. Il y a pas mal d'indices techniques et notamment une interview qui avait été publiée dans le journal de la tendance Combat Breton en 94 où il y avait tellement de détails techniques qu'on pouvait être sûr que c'était le FLB. On est encore dans la fin du mandat de Georges Pompidou avec un régime encore très autoritaire, très centralisé. Donc s'attaquer à la télévision, qui était un peu la voix du pouvoir, était évidemment très symbolique. L'événement est resté dans les mémoires. À la veille des 40 ans, des militants bretons ont tagué l'accès au site et posé un faux colis piégé. Et cette action de plasticage symbolique a été attribuée et revendiquée par le collectif Aïta. Le mouvement de militants bretons exige le maintien des programmes télévisuels en breton. Il demande aussi la création d'une télévision régionale dotée de 30 heures hebdomadaires de programmes en langue bretonne. C'est déjà le cas, notamment pour la Corse. L'Institut de recherche Ifremer a lancé ce jeudi Captivin, un programme de partenariat qui rapproche l'Institut de recherche et le monde de l'entreprise. Explication avec Christophe Boucher. Ifremer ouvre ses portes aux entreprises. Grâce au dispositif Captiven, l'établissement public spécialisé dans la recherche pour l'exploitation des mers met à disposition des PME et ETI ses moyens humains et techniques au service des entreprises privées moyennant finance. L'ultime but de ce projet-là, c'est de faire travailler les instituts de recherche avec les PME. Donc transfert industriel, transfert de compétences, transfert de savoir-faire entre les instituts de recherche et les PME. C'est le but ultime de ce projet. Et parmi les moyens mis à disposition des entreprises, Ifremer propose 4 caissons haute pression permettant la simulation de l'immersion d'équipements par grande profondeur. À 10 000 mètres, la pression sur les objets est de l'ordre de plusieurs dizaines de tonnes. Donc par exemple ici, pour monter à l'équivalent de 10 000 mètres de profondeur, on va injecter 20 à 30 litres d'eau. Et puis après revenir à la pression ambiante, on va rouvrir le caisson
et on va regarder dans quel état est l'objet. Donc ça peut être son état mécanique, savoir s'il a résisté à la pression, mais ça peut être aussi de vérifier d'autres fonctions. Si c'est un appareil électronique, on va vérifier s'il fonctionne toujours après son immersion ou pas. Grâce à ces mesures, le matériel obtient une qualification, un certificat d'aptitude pour les clients d'Ifremer. Les clients, ce sont les industriels de l'instrumentation, les industriels du domaine de l'armement ou du parapétrolier. Et ce sont des gens qui vont essayer d'attaquer le marché mondial. Il y a effectivement un marché français, mais aujourd'hui ces marchés-là sont mondiaux. Donc il faut pour ça qu'ils aient validé toutes les capacités de leur matériel. Et le matériel tient bon, ce nouveau caisson remplace un ancien âgé de plus de 36 ans. C'est une première en Bretagne. Le centre de fécondation in vitro du CHU de Rennes s'est doté d'une technologie high-tech pour augmenter les chances de grossesse. Ce nouvel outil permet de suivre le développement des embryons et également d'opérer une sélection plus fine. Les détails avec Audrey Helleux et Floriane Marié de TVRN 35. C'est une révolution pour les couples stériles qui souhaitent avoir des enfants. Depuis le début de l'année, le centre de fécondation in vitro du CHU de Rennes est capable de sélectionner les meilleurs embryons. Et ce, grâce à une caméra située directement dans les incubateurs. Cette technologie est basée sur la prise à intervalles réguliers d'images qui vont en fait nous permettre de reconstituer le film du développement embryonnaire et donc de voir quel embryon a atteint tel stade de division et à quel moment. Or, les premières divisions cellulaires doivent intervenir à des intervalles de temps extrêmement précis et c'est ce qui va en fait déterminer en partie leur potentiel d'implantation. Auparavant, le choix se faisait uniquement à partir des images au 6e jour de développement. Le fait d'observer en continu les embryons augmente considérablement les chances de grossesse. Moins d'une dizaine de centres en France est équipé. Celui de Rennes est le premier en Bretagne. Ce nouvel outil améliore la prise en charge des patients, mais va également faciliter la formation du personnel. Pour observer un embryon, jusqu'à présent, on était obligé de le sortir de l'incubateur, donc c'est délétère et donc on ne veut pas trop le faire. Hein. Vous comprenez que ça peut être délétère pour l'embryon, donc c'est compliqué du coup de former du personnel. Tandis que là maintenant, on peut faire appel justement à ces technologies numériques pour pouvoir former les personnels et c'est beaucoup plus confortable. S'il est trop tôt pour évaluer l'impact de cette nouvelle technologie, le centre de Rennes affiche déjà de bons résultats. En moyenne, en France, les chances de réussite d'une procréation médicalement assistée sont d'1 sur 4. Au CHU de Rennes, elles sont d'1 sur 3. Les 43e Olympiades des métiers ont commencé ce jeudi au parc de Pafeld à Brest. Pendant 3 jours, près de 200 lycéens venus de toute la Bretagne vont présenter leur formation et leur futur métier. Certains seront aussi en compétition pour démontrer leur savoir-faire. Julie Sicot s'est rendue sur place. Aux Olympiades des métiers, on passe du coq à l'âne, ou plutôt du chocolat aux brouettes. Près de 8000 jeunes bretons vont pouvoir découvrir les métiers de bouche, le secteur des travaux publics, les métiers d'art, l'automobile ou encore l'industrie. Comme sur ce stand d'usinage à commande numérique. Et si justement vous ne savez pas ce que c'est, on vous explique. Donc là, on fait la conception sur l'ordinateur avec des logiciels comme SolidWorks. Après on fait la fabrication, donc on choisit nos outils, tout ça, et puis on fait la fabrication sur l'ordinateur. Donc là avec les outils qu'on a choisis. Ensuite on passe le programme qu'on a fait donc, dans la machine. Et elle réalise la pièce qu'on a choisi de faire. C'est la 2e fois que le centre de formation des apprentis de l'industrie de Brest intervient aux Olympiades des métiers. Un moyen de discuter directement avec les élèves et de susciter des vocations, car les classes sont vides. Ils ne sont que 10 à Brest en dernière année de BTS et seulement 2 en première année. Les entreprises aujourd'hui recherchent des candidats. Nous aussi d'ailleurs en alternance on recherche, même dans les lycées traditionnels aussi, on recherche en industrie. Donc effectivement aujourd'hui c'était l'occasion d'être visible par tous les candidats potentiels qui viendront nous visiter. Mais les Olympiades, c'est aussi la compétition, un grand concours régional qui ouvre les portes d'une compétition nationale puis internationale. Certains deviennent même accros, comme Thibault Lelostec. À 20 ans, c'est déjà sa 3e participation et il espère faire aussi bien que l'an dernier, revenir avec une autre médaille d'or. C'est un concours unique qui nous fait rencontrer du monde. Ça ouvre des portes dans le monde entier surtout. Le monde entier, voilà ce qui attend les curieux d'aujourd'hui. Ils seront peut-être les gagnants des Olympiades de demain.
Et les Olympiades des métiers, c'est jusqu'à samedi soir au parc de Paimpfeld à Brest. Et puis, c'est un événement aussi à retrouver sur l'antenne de TVO. Ce sera l'occasion d'une émission donc, de 52 minutes à 20h45, jeudi 20 février. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.